Bonjour, aujourd'hui on se plonge dans une question massive, le dollar. Comment est-il devenu le roi du monde et surtout, est-ce que son règne touche à sa fin? On entend ce mot partout, la dédollarisation, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Bonjour. Oui, pour y voir clair, on va s'appuyer sur une analyse très fouillée de l'histoire monétaire. L'idée, c'est de vraiment remonter le fil, de comprendre la logique d'un système qui dure depuis presque 80 ans. Et de voir pourquoi aujourd'hui on a l'impression que des fissures apparaissent un peu partout. Exactement. Notre objectif, c'est de décortiquer cette architecture qui est souvent invisible. On va voir que l'histoire du dollar, en fait, c'est pas du tout une ascension tranquille, c'est plutôt une série d'improvisations parfois géniales pour éviter l'effondrement. C'est ça. D'abord l'or, ensuite le pétrole. Et sur quoi le système repose-t-il aujourd'hui? C'est la grande question. Allez, on y va, on plonge. Alors c'est logique. Pour comprendre la dédollarisation, il faut d'abord parler de la dollarisation. Et pour ça, on nous ramène en 1944, conférence de Bretton Woods. Le décor, c'est le monde en ruine, sauf les États-Unis. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Les États-Unis sortent de la guerre une position de superpuissance absolue, pas seulement militaire, mais surtout économique. Et ils ont l'or. Ils ont quasiment tout l'or. On parle des 2 tiers des réserves mondiales. Quelque chose comme 21 000 tonnes sur 32 000. C'est une situation de monopole, en fait. Donc avec un trésor pareil, ils peuvent imposer leurs règles du jeu au reste du monde. Absolument. Et l'accord de Bretton Woods est, en apparence, assez simple. Toutes les monnaies du monde ont un taux de change fixe par rapport au dollar. Et le dollar, lui, est convertible en or. Voilà, c'est le seul. Ça apporte une certaine stabilité, une prévisibilité après le chaos de la guerre, mais l'analyse qu'on a sous les yeux utilise un terme très fort pour décrire ce qui se passe ensuite. Lequel? Le concept de cycle usuraire. Ah oui, usuraire. Le mot n'est pas anodin. Ça suggère que le système n'était pas juste un outil, mais qu'il y avait une dimension un peu prédatrice dès le départ. C'est exactement l'argument. Et la première phase repose sur l'or, donc il y a une limite physique, mais les États-Unis comprennent très vite qu'ils peuvent dépenser bien au-delà de leurs réserves. Et ils ne s'en privent pas. C'est le financement de la guerre froide, la course à l'espace, la guerre du Vietnam. En imprimant des dollars tout simplement. En fait, ils exportent leur inflation. Ils font payer leurs ambitions au reste du monde qui, lui, est obligé d'accumuler ces fameux dollars. C'est ça, le fameux privilège exorbitant que dénonçait à l'époque Valéry Giscard d'Estaing. Tout à fait. Et certains dirigeants, comme le général de Gaulle en France, l'ont très bien compris. Il a été le plus virulent, non, les Oui, flics? il a publiquement dénoncé cette planche à billets américaine. Et il ne s'est pas contenté de discours. Il a carrément envoyé la marine française à Fort Knox Pour faire quoi? pour échanger les dollars de la Banque de France contre de l'or. Du vrai, de l'or sonnant et trébuchant. Un geste politique extrêmement fort, et j'imagine qu'il n'a pas été le seul. Non, son geste a mis le feu aux poudres. D'autres pays ont suivi. Ça a provoqué une véritable ruée vers l'or, un bank run à l'échelle mondiale. Les coffres américains se vidaient. Le système était au bord de... De l'implosion. Et c'est là qu'on arrive au moment charnière. Août 1971. Le président Nixon est complètement dos au mur. Et il prend une décision radicale. Il prend tout le monde par surprise. Dans un discours, il annonce qu'il suspend temporairement la convertibilité du dollar en or. Ce temporalement qui dure encore aujourd'hui, bien sûr. Évidemment, d'un seul coup, le dollar n'est plus adossé à rien de tangible, à rien de physique. C'est ça qui est fou. C'est, en substance, un défaut de paiement mondial, mais qui est présenté comme une décision politique souveraine. C'est d'une audace incroyable. Et le monde ne s'effondre pas, parce que l'or est remplacé par deux choses. D'abord, la confiance dans la puissance américaine, et surtout, sa puissance militaire. Voilà. Mais ça ouvre la deuxième phase du cycle, la financiarisation. Sans l'encre de l'or, toutes les monnaies se mettent à flotter les unes contre les autres. C'est l'incertitude permanente. Et qui dit incertitude, dit besoin de se couvrir, de s'assurer contre le risque. Précisément. Et c'est là qu'on assiste à l'explosion des produits financiers complexes, les dérivés, les options. La finance devient une sorte de casino planétaire. Et en parallèle, les prix des matières premières, qui sont libellés en dollars, deviennent hyper volatiles. Ce n'est pas un hasard si le premier choc pétrolier a lieu en 1973, juste après. Le système est devenu instable par nature. Donc, le dollar a perdu son encre en or. Pour survivre, il fallait lui en trouver une autre, et très vite.
Et c'est là qu'intervient ce que les sources décrivent comme un coup de génie. Le coup de génie, c'est la création du système pétrodollar. Après le choc pétrolier, Henry Kissinger négocie un accord secret mais absolument fondamental avec l'Arabie saoudite. Qui est le leader de l'OPEP, le cartel du pétrole? Exactement. Le deal est simple. Les États-Unis assurent la protection militaire de la monarchie saoudienne. Et en échange, l'Arabie saoudite s'engage à vendre son pétrole exclusivement en dollars. Ah, d'accord. Et ce n'est pas tout. Elle doit aussi recycler les bénéfices, les pétrodollars, dans l'économie américaine, notamment en achetant des bons du Trésor américain. C'est brillant. L'encre, ce n'est plus l'or physique, c'est l'or noir. Si tout le monde a besoin de pétrole, alors tout le monde a besoin de dollars pour l'acheter. C'est ça. Ça crée une demande forcée, structurelle et mondiale pour la monnaie américaine. Ça assoit la domination du dollar pour les 50 années qui suivent. Un système qui a été défendu avec une férocité absolue. On a parlé de la puissance militaire. Et les exemples de l'Irak et de la Libye sont cités comme des cas d'école. Oui, l'analyse établit un lien très direct. Saddam Hussein, en 2000, il décide de vendre son pétrole en euros et non plus en dollars. Et Kadhafi, en Libye? Lui, il avait un projet encore plus ambitieux. Un dinar or, une monnaie panafricaine adossée à l'or pour vendre les richesses du continent. Et dans les deux cas? Dans les deux cas, leur tentative d'émancipation monétaire a été suivie de très près par une intervention militaire qui a mis fin à leur régime et à leur projet. Le message envoyé au monde était donc d'une clarté de cristal. Ne touchez pas au pétrodollar. Absolument. Mais aujourd'hui, le champ de bataille a changé. Il est devenu presque purement économique. Et l'exemple de la Russie est frappant. Vladimir Poutine a vu le coup venir, c'est ce que dit l'analyse. Oui, bien avant le conflit en Ukraine, sur 10 ans, il a méthodiquement dédollarisé les réserves russes. Elles sont passées de plus de 60% du total à moins de 15%. Au profit de l'or et du yuan chinois. C'était une préparation stratégique. Et le paradoxe, c'est que les sanctions occidentales après 2022 ont agi comme un accélérateur incroyable de cette tendance. Comment ça? En gelant près de 300 milliards de dollars d'actifs russes et en déconnectant la Russie du système SWIFT, les États-Unis ont utilisé leur arme nucléaire économique. Mais ça a eu un effet boomerang. Un effet boomerang énorme. Ils ont montré au monde entier que les réserves en dollars ne sont pas un actif sûr et neutre, elles peuvent être confisquées du jour au lendemain. Donc pour des pays comme la Chine, l'Inde ou même l'Arabie saoudite, le signal est clair. Le signal, c'est que détenir des dollars, c'est se placer volontairement sous une épée de Damoclès américaine. Ça a donné un coup de fouet spectaculaire au projet des BRICS de créer des alternatives, Et on voit que des dizaines de pays viennent les rejoindre maintenant. y compris des alliés historiques des États-Unis. On assiste en direct, comme le dit la source, au sillage graduel des deux piliers du dollar. Donc la menace vient de l'extérieur, d'un monde qui devient multipolaire. Mais ce qui est frappant dans l'analyse, c'est qu'on insiste sur le fait que le danger le plus mortel pour le dollar vient peut-être de l'intérieur, de la politique américaine elle-même. Oui, et pour comprendre ça, il faut revenir à la crise de 2008. Pour sauver les banques, la Réserve fédérale, la Fed, a lancé son fameux quantitative easing. Une façon polie de dire création monétaire massive, la planche à billets. Voilà. Mais ce qui s'est passé en 2020 avec la crise du Covid, c'est encore une autre dimension. Les chiffres sont fous. Le bilan de la Fed, qui est une sorte de compteur de cet argent créé de nulle part, a plus de doublé en quelques mois. Il est passé de 4 000 milliards à près de 9 000 milliards de dollars. Et la différence cruciale avec 2008, C'est que cet argent n'est pas resté dans la finance. exactement. En 2020, il a été injecté directement dans l'économie réelle. Des chèques envoyés aux gens, des prêts aux entreprises. C'est un déluge d'argent sur toute l'économie. Et la conséquence logique, c'était une inflation massive. Inévitable. Mathématiquement inévitable. Et cette inflation a forcé la Fed à faire un virage à 180 degrés. Avec la hausse de taux la plus brutale depuis 40 ans, ce qui bien sûr a créé une nouvelle crise. Un effet domino. En remontant les taux si vite, la Fed a fait s'effondrer la valeur des obligations d'État, les actifs jugés les plus sûrs au monde. Et qui détenait ces obligations? Eh bien, massivement, les banques régionales américaines. La Silicon Valley Bank, par exemple, était assise sur des milliards de pertes latentes. Et quand ses clients, des startups, ont pris peur et ont voulu retirer leur argent, La banque a dû vendre ses obligations à perte. Et elle a fait faillite en 48 heures. et ce n'était que la première d'une série. Oui, une cascade de faillites. Et ça a des conséquences énormes sur l'économie réelle américaine. Pourquoi? Parce que ce sont ces banques régionales, pas les géants de Wall Street, qui financent la majorité de l'économie productive, les PME, l'immobilier. Leur fragilisation prépare une crise de crédit majeure,
pendant que les grosses banques comme JP Morgan rachètent les débris. Voire. Le système se dévore lui-même. Donc si on résume, on a une architecture qui a tenu 80 ans, basée sur l'or, puis le pétrole, la force, et qui aujourd'hui est assiégée de l'extérieur par un monde qui change. Et rongé de l'intérieur par les conséquences de sa propre politique monétaire. C'est une situation explosive, oui. Les sources envisagent plusieurs scénarios. L'un d'eux, assez cynique, serait que les USA tentent de sacrifier l'euro pour sauver le dollar, en provoquant une crise en Europe. Et un autre scénario. Une transition vers des monnaies numériques de banque centrale, un dollar digital, dans le cadre de ce que certains appellent un grand reset du système. Pour finir, l'analyse nous propose de prendre un peu de hauteur, de quitter la géopolitique pour une réflexion presque philosophique sur les mots dette et confiance. Oui, et c'est une conclusion très puissante. On nous rappelle qu'en allemand, le mot Schuld signifie à la fois la dette, Et la culpabilité. ah, c'est intéressant, ou qu'en arabe, une des racines pour le mot prêt peut évoquer l'idée de morsure. Notre système monétaire, qui est un système de dette, repose sur une rupture de la confiance entre les gens. La confiance qui était dans l'or, une réalité physique, a été transférée vers une abstraction. Une abstraction qui n'est qu'une reconnaissance de dette de l'État. Et cela a des conséquences très concrètes sur la liberté. C'est-à-dire, La question qui est laissée en suspens est celle-ci. Dans un système où les contrats garantissent les promesses financières, mais où la parole donnée et l'honneur ont perdu leur valeur, qu'est-ce que ça veut dire être libre? Une personne endettée sur 30 ans pour sa maison, est-elle vraiment libre? Qui ne fait que grandir. C'est une question vertigineuse sur laquelle on nous laisse réfléchir.